Mesdames et messieurs les jurés, vous allez participer à un des temps du processus judiciaire. Ça, vous êtes des juges. Épinal, ouverture d'un procès d'assises sous haute tension. Médecins, ouvriers, chômeurs ou enseignants, ils ont tous été tirés au sort sur les listes électorales pour être jurés d'assises. Des citoyens ordinaires pour juger les crimes les plus graves. Tentative d'assassinat, torture, acte de barbarie entraînant une mutilation ou une infirmité permanente. Tentative d'assassinat avec acte de torture et de barbarie. C'est le crime qu'ils vont devoir juger. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer les jurés au cœur de ce procès d'assises. Des jurés qui, dans 3 jours, devront décider du sort d'un homme. Juré d'assises, une expérience qui marque à tout jamais une vie. Pour en témoigner, nous avons voulu rencontrer d'anciens jurés. Il y a quelques années, ces hommes et ces femmes ont dû, eux aussi, se prononcer en leur âme et conscience au nom du peuple français, tenant ainsi entre leurs mains le destin d'autres citoyens. 80 ans de prison. J'ai condamné un certain nombre de personnes à 80 années de prison. Trop. Je dis que j'ai donné trop d'années de prison. Trop d'années. C'est sûr. 35 années, c'est une vie. Je ne peux pas revenir en arrière. Ça a été une décision collective. J'ai mis ma petite pierre. C'est comme ça. Je crois qu'on n'est jamais prêt à juger, parce que c'est un acte tellement lourd et tellement impliquant que c'est quelque chose qu'on veut repousser jusqu'au dernier moment. Avec l'expérience, le recul, ces jurés d'hier peuvent mettre les mots sur ce que vivent aujourd'hui les jurés d'Épinal. Nous allons procéder à la tête de mesdames et messieurs les jurés. Comme eux, chaque année, 20 000 citoyens sont convoqués sur les bancs d'une cour d'assises. Pour être juré, il faut avoir plus de 23 ans, un casier judiciaire vierge, ne pas être policier ni militaire. Juré titulaire numéro 25. Être juré, c'est un devoir de citoyen. Impossible ou presque d'y échapper, sous peine d'une amende de 3 750 €. Certains ne connaissent de la justice que les séries policières, d'autres ne sont jamais entrés dans un tribunal de leur vie. Le juge Michel Yoniapra, président de la cour d'assises, les guide dans leurs premiers pas de juré. C'est pas votre métier. Vous ne le pratiquez pas. Vous vous retirez pas en disant moi j'ai l'impression que mon sentiment, mes émotions, c'est il est coupable ou il est innocent. Non, ça se passe pas comme ça. Vous allez avoir comme un puzzle dont il manque des pièces. Il faudra les mettre les unes par rapport aux autres. Et donc vous devez être attentif, vous devez être impartiaux. Ça veut dire qu'il faut que tout au cours des débats, vous ne laissiez transparaître à aucun moment le sentiment que vous avez déjà pris parti dans un sens ou dans un autre. Ça veut dire que les mimiques, elles sont exclues. Pendant 2 à 3 jours, vous allez être des juges exactement comme nous. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas de robe. D'accord ? L'affaire qu'il s'apprête à juger fait la une des médias locaux. Magnum, la radio. L'info régionale. Bonjour à toutes et à tous, à la une de l'actualité ce matin, le tortionnaire de Saulniéville. Cet ancien machiniste est poursuivi pour tentative d'assassinat, acte de torture et de barbarie. Drogué puis blessé à la jambe par balle, il avait défiguré son ex-compagne en l'aspergeant d'acide sulfurique un soir de janvier 2008. Le verdict est attendu pour ce vendredi soir. Cet homme risque la réclusion criminelle à perpétuité. À la fin de ce procès, les jurés et la cour décideront de sa peine, aux côtés du président. Quelques minutes avant le début du procès, Maître Pérez réconforte sa cliente, la victime, l'ex-compagne de l'accusé. La jeune femme a survécu à ses blessures. À 33 ans, elle est défigurée. Dans ma tête, le mal a été fait, il sera jamais récupérable et tout, quoi.
J'ai le même visage, j'ai les opérations qui continuent, tout continue. Je peux rien changer à ma vie. J'ai toujours dit, je voudrais sortir de prison, je partirai très loin. Voilà. Toujours la peur? Bah oui. Ouais. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Bonjour. Ça va. Bonjour. Vous pouvez nous l'amener à la salle, s'il vous plaît? Merci. Alors, quand vous entrez, le président, 2 juges professionnels, on va tirer au sort les jurés. Je vous ai dit, attention, dès que vous entrez, tout le monde vous regarde. Vous êtes l'accusé, d'accord? Hein? Ouais, je m'assieds. Important, après l'acte d'accusation, le président va vous demander de vous lever, vous dire, est-ce que vous reconnaissez les faits? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Oui. Vous n'ajoutez rien. Vous ne posez pas une question ou quoi que ce soit tant que vous ne m'avez pas demandé si c'était bon. OK? Quand vous défendez un accusé, de toute façon, quoi qu'il dise, dans le box, il a toujours tort. Donc en plus, les jurés, ils ne connaissent pas le dossier. Ils n'ont pas le dossier. Ils ne vont connaître que ce qu'ils vont voir de... Donc oui, je l'ai briefé, je l'ai dit sur les vêtements, sur le fait d'être rasé, sur des choses élémentaires qui paraissent idiotes, mais qui sont importantes parce que, vous savez, l'adage, l'habit fait pas le moine, mais aux assises, il le fait un peu. L'accusé reconnaît les faits. L'enjeu de ce procès sera de décider de la peine la plus juste en essayant de comprendre pourquoi et comment cet homme en est arrivé là. La cour. Un procès d'assises commence toujours par le tirage au sort des jurés. Le juge, le procureur, les assesseurs, tous ces gens forment un espèce de ballet comme ça. Ils arrivent les uns après les autres. C'est très théâtral. Donc tout de suite, on est en rupture avec le temps du quotidien. L'audience criminelle est ouverte. Veuillez vous asseoir. Lorsque je rentre pour la première fois dans la salle de la cour d'assises, j'ai une sensation de... je me sens pétrifié. Quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence? Mon nom, c'est Gauthier. Je travaille comme machiniste à la société Zoologie. On rentre dans la vraie vie avec un homme ou une femme qui ressemble à tout le monde. Ça pourrait être mon voisin, ça pourrait être mon frère, quelqu'un de ma famille. J'essaie de déceler s'il y a une émotion, s'il y a un trait du visage, une expression qui va trahir quelque chose. On est à l'affût d'un petit détail. On croise le regard d'un homme aux abois, en fait. Nous allons à présent procéder au tirage au sort du jury de jugement. Je vais tirer au sort le nom des 9 jurés chargés de vous juger et les 2 jurés supplémentaires. Vous avez le droit d'en récuser 5 et le ministère public peut en récuser 4. Monsieur l'avocat général, avez-vous des observations à formuler en ce qui concerne le nombre de jurés supplémentaires? Je suggère à la Cour le tirage au sort de 2 jurés supplémentaires compte tenu de la durée normalement prévue de 3 jours pour l'audience. Mesdames et messieurs les jurés qui seront tirés au sort, je vous invite à prendre place sur les sièges. Dès cet instant, seule la défense et l'avocat général peuvent encore s'opposer à la participation de certains jurés dans ce procès. Pour se faire une opinion, ils ont le nom, la profession, l'âge des jurés. Et tout se joue en quelques secondes. On va voir l'attitude, comment la personne elle se déplace, comment elle se comporte. Je trouve que, je sais pas, il y a des choses qu'on sent, quoi. Et là, on est dans le subjectif le plus complet, hein, c'est clair. Donnez-moi un coup de pied, hein, si vous avez un doute sur le
Juré titulaire numéro 25, Monsieur Thierry. Si on ne veut pas trop de femmes et qu'on commence à accuser les hommes, ça pose problème. Bon, c'est le premier juré. Vous notez les numéros, c'est lui. Je vous laisse parce que Juré titulaire numéro 28, Madame Marie-France Grand. Juré titulaire numéro 22, Madame Cécile Joux. Il est en train de compter combien il y a de femmes. 6, 7. Juré titulaire numéro 27, Mademoiselle Claire Hay. Récusé. J'étais sûre qu'il allait la recuser. C'est pas forcément un bon calcul de récuser des femmes. La victime est une femme, elle a été victime de faits graves, très graves. Je voulais pas trop de femmes. Et en même temps, des femmes peuvent comprendre. Et ce qu'on constate dans la pratique, c'est que bien souvent, les femmes sont moins sévères que les hommes. Oui, c'est simplement pour vous dire que la récusation, c'est du pifomètre et que, au fond, ça aboutit pas toujours à ce qu'on souhaite. Juré titulaire numéro 7, Madame Anne Batowski. C'est un moment où on a parfaitement conscience que tout le monde nous regarde et qu'à un moment donné, on a une épée de Damoclès qui peut nous tomber sur la tête et entendre le mot récusé. Il fallait monter quelques marches et je me rappelle que ma préoccupation était de ne pas me prendre les pieds dans le tapis. Hein. Voilà. J'ai quasiment pas respiré. C'est une espèce de tunnel émotionnel, physique et autres qui nous semble à nous durer une éternité. Et je marche, je m'assois et je ne suis pas récusée. Et là, je me dis, bon, bah voilà, là maintenant, faut que tu y ailles, ma grande. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous lever. La Cour va maintenant recevoir votre serment. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Monsieur Gou, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration. C'est un sentiment de, on va pas dire de puissance, mais c'est un peu ça, quoi. De n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. De vous rappeler que l'accusé est présumé innocente et que le doute doit lui profiter. Mettre les jurés vraiment à hauteur, c'est les mettre sur un piédestal et une place importante. Je le jure. Et c'est vrai que je me suis senti peut-être un peu important à ce moment-là. Je jure. Je jure. Je déclare les débats ouverts. Pendant près d'une heure, la greffière lit sur un ton clinique l'ordonnance de mise en accusation. Les faits et la personnalité de l'accusé sont décrits dans le moindre détail. On rentre dans une histoire, on rentre dans l'histoire de quelqu'un. D'une certaine manière, c'est un peu le destin d'un homme qui fait effraction dans ma vie. J'ai une période de 10 à 15 minutes où je ne fais qu'observer. Moi, j'essayais de percevoir quels étaient les regards entre l'accusé et les victimes. Chaque parole qui est dite résonne vraiment en soi. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas la sensation de perdre une miette. J'avais pas la sensation d'avoir besoin de prendre de notes. Je n'en perdais pas une miette. Les faits se sont déroulés un soir de janvier 2008. L'accusé invite son ex-compagne chez lui et la drogue avec un somnifère. Après l'avoir attachée avec du ruban adhésif, il lui tire dessus à 2 reprises avec sa carabine et la blesse à la cuisse. Ensuite, il asperge son visage et tout le haut de son corps avec un détergent à base d'acide sulfurique. Je vois qu'à gauche, les jurés, ils sont attentifs, ils prennent des notes. À gauche, ils prennent des notes, ils sont attentifs. Et à droite, hein? À droite, pas trop. Fermez, fermez. Fermez, fermez. Donc là, c'est la salle où on se retrouve pendant les suspensions. Ma frustration d'avocat,
frustration d'avocat, c'est de ne jamais savoir ce qui se dit derrière, y compris pendant les suspensions d'audience, parce que les suspensions d'audience, là, les jurés vont se forger leurs convictions. Ils discutent, ils font des réflexions. Et que dit le président, que disent les assesseurs, on ne sait pas du tout. Asseyez-vous, asseyez-vous. Donc, on s'en retrouve là aux suspensions d'audience. Donc, ça vous fait quoi, les petits nouveaux? Déjà, j'étais un peu étonné d'être là. La veille, j'avais déjà de l'estomac qui était noué. Oui. Mais pourquoi? Je sais pas. C'est la sensation d'être devant un tribunal. C'est l'inconnu. Est-ce que c'est l'angoisse de ce que vous allez avoir à faire? Oui, parce que c'est comme à l'hôpital. C'est pas la même chose. Si, parce que vous avez un peu le même principe. Quand vous êtes sur une table d'opération, vous tremblez. Mais attendez, je peux comprendre l'appréhension et la boule à l'idée que vous êtes choisi pour participer à quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est l'appréhension de l'inconnu. On vous demande, est-ce que je vais être capable d'assumer cette fonction? Leur connaissance de la justice, elle est quasiment nulle. C'est un milieu qu'ils ignorent. Donc c'est un milieu qu'ils abordent avec une certaine appréhension. Bien d'accord. La sanction, c'est nous qui la décidons. Dans la décision. Non, c'est tous, monsieur, on est tous. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas vous et nous. Il y a nous, collectivement. C'est-à-dire que votre voix, elle compte autant que la mienne. Mais la mienne, elle compte pas moins que la vôtre. D'accord? Étant précisé que vous êtes en majorité. Bon, je pense qu'on va y aller parce qu'on est sérieusement en retard. On y va. Mon rôle, c'est à la fois de les mettre à l'aise, de les laisser parler, de répondre à leurs questions et d'essayer d'expliciter tout ce qui n'est pas clair pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas, j'allais dire, bloqués, qu'ils ne soient pas tétanisés au point de ne pas pouvoir effectivement aller jusqu'au bout. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Le président auditionne les témoins proches de l'accusé et de la victime. Dans mon expérience de juré, le côté le plus surprenant et qui m'a le plus déçu, ça a été le rôle des témoins. Quand on vient défendre son oncle ou son voisin qui viennent dire que cet homme, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, c'est un brave homme, et quand il y a un défilé comme ça de 30 personnes qui viennent tous dire la même chose, au bout d'un moment, on ne sait plus, quoi. Moi, je ne peux pas, en tant que juré, discerner les personnes qui mentent et les personnes qui disent la vérité. Dans ce procès, amis, familles, collègues de l'accusé défilent les uns après les autres à la barre et décrivent tous un homme sympathique et travailleur. C'est au tour du médecin traitant de la victime de s'exprimer. Il est entendu par visioconférence depuis Paris. Ce spécialiste des grands brûlés décrit le calvaire physique enduré par la jeune femme depuis 3 ans. Elle a supporté des dizaines d'opérations et de greffes de peau, perdu l'usage d'un œil et d'une oreille. Le médecin précise qu'elle devra subir des soins à vie. Là, on vient d'entendre le médecin traitant de la victime, qui a été très émouvant pour les jurés. Ils prennent toutes les blessures, les brûlures de la victime. Et en plus, j'ai un vrai problème là, c'est que pour une raison technique de physioconférence qui devient la règle générale dans les procès d'assises, et c'est d'ailleurs fou, puisqu'on ne voit plus les médecins, on ne voit plus les experts, on est complètement en train de déshumaniser la justice, mais là, on est sur l'émotion et il vient d'avoir une suspension de séance pour une raison technique. Ce qui veut dire que les jurés partent tout de suite avec la cour sur cette impression. Et là, c'est très mauvais pour l'accusé. Vous êtes abasourdi, vous ne dites plus rien. Le médecin lui-même qui a l'habitude de voir des grands brûlés semblait impressionné par l'étendue des dégâts. Les souffrances sont doubles avec les brûlures et on l'a fait souffrir encore pour réparer. Bon, c'est normal, c'est la technique. Oui. Juste une question, M. le Président. En face de nous, nous avons malheureusement la victime. Oui. Est-ce que c'est possible de demander à la victime de se couvrir? Non. Oui, ah oui.
C'est parce qu'il y a des problèmes, ça je Non, mais comprends. je suis d'accord avec vous que c'est difficile. Mais la victime, elle est ce qu'elle est. Ah non, mais je ne... Non, mais bon, non, vous regardez pas. Malgré le témoignage édifiant de son médecin, la victime estime que les jurés n'ont pas toutes les clés pour juger. Ils n'ont pas vu les photos de son visage juste après les faits. Les photos qu'il y a dans le dossier, elles sont quand même très choquantes. Hein. Oui, mais je trouve ça illogique qu'ils ne montrent pas aux jurés. Je lui dirai au président. Que vous dire à cette heure-ci, j'en suis à un stade comme ça, mais au bout de 16 opérations quand même. Oui. Je pense qu'en partie, il veut aussi vous protéger, vous. Est-ce qu'on verra les photos? Non. Vous aimez les films Pourquoi? d'horreur? Vous voulez les voir? Peut-être mieux pas voir les photos. Voilà. Là, vous avez posé la question tout en ayant la réponse. Les photos, de manière générale, elles sont tellement insoutenables que vous les montrer, ce serait vous mettre dans une situation que vous ne supporteriez pas. Donc ça n'a aucun intérêt. Excusez-moi. Je voulais savoir s'il serait possible de voir le président juste une minute. Je vais le prévenir. Merci beaucoup. Décidément, c'est jamais fait. Déjà, je voulais vous dire bonjour, Monsieur le Président, je n'avais pas vu. Oui. Et je voulais aussi vous parler, si c'était possible, des photos. Oui, je ne les montrerai pas. D'accord. Non. Parce que j'ai expliqué à Madame parce qu'elle s'attendait à ce que ce soit vu. Et elle me dit, mais je comprends pas. Moi, ça fait 18 interventions que je fais pour en arriver là. Il faut qu'ils comprennent tout ce que j'ai... Vous pouvez lui dire qu'ils ont compris. Hein. Ouais. Vous pouvez dire qu'ils ont compris. Hein. D'accord, je vais la rassurer en ce sens. Et je pense que les explications qui ont été données par le médecin ce matin sont claires, limpides. Je veux dire, excusez-moi, mais bon, la description qu'il a fait de la tête de madame quand il l'a vue, je ne justifie pas qu'on la montre. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis désolé. Pourquoi vous ne pouvez pas montrer ces photos? Parce que j'ai pas envie de montrer des photos gore et de les mettre et de les traumatiser. Je veux dire, j'ai pas envie ensuite de délibérer avec un jury traumatisé. Parce qu'un jury traumatisé, c'est pas un jury qui raisonne. Donc, si vous voulez, dans la pratique, en matière criminelle, on montre très rarement les photos quand elles sont horribles. Vous avez peur que l'émotion prenne le dessus? Bien sûr, prennent le dessus. Bon. Ça vous a un petit peu ébranlé? Pas trop? Les femmes? Oui. Bon, alors on va vous laisser sur cette impression qui va bien entendu vous empêcher de dormir. Si vous n'arrivez pas à dormir parce que vous avez des images qui sont affreuses. D'accord? Vous descendez dans la cuisine puisque votre mari n'est pas là et hop, des œufs, de la farine et on fait des gâteaux. Donc demain matin, on a les croissants. Pas vraiment. Non, mais ça occupe l'esprit, tu vois. T'es en train avec tes mains, tu vois. Ça apaise, c'est génial comme régime. Ça. Bon, allez, rentrez à la maison. Quand on est juré, on est très seul. Pendant toute la durée d'un procès, on rentre chez soi, on voit sa famille, mais sa famille, elle n'a pas vécu le procès. On a vécu des choses d'une intensité extrême pendant 10, 12, 13, voire 14 heures par jour. Et on les a en soi. Et on arrive chez soi, et il faut vivre avec. Le soir, en effet, je faisais mon débriefing avec mon mari. J'ai eu la chance d'avoir un mari patient et écoutant. Mais c'est sûr qu'il y a un besoin d'en parler. Et je précise que ce n'est pas interdit, puisque le secret porte sur le délibéré. Il ne porte pas sur le contenu des audiences pour lesquelles il y a un compte-rendu dans la presse le lendemain matin. Donc, voilà. Magnum, la radio. L'info régionale. Benoît Boulanger. Le tortionnaire de Souleville face à sa victime. Elle doit s'exprimer à la barre cet après-midi au lendemain d'une journée qui a permis de dresser le profil psychologique de l'accusé. Bonjour. 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 Donc ce matin, ce que je vous demande simplement, sachez que quand vous êtes dans la salle, les jurés vous voient. Les juges vous voient tout le temps.
Hein. Donc, je vous le dis parce que des fois, vous savez, vous allez être tendu, vous allez avoir des réactions, vous allez envie. Pas de réaction dans la salle. Et surtout, si la victime, vous la croisez, pas de... toute chose qui se passerait mal dans la salle parce que vous pouvez avoir une réaction compréhensible, légitime, parce qu'à un moment, ça se retourne contre... Ah oui, d'accord. Non, mais de toute façon, on ne peut pas enlever ce qui a été fait. Bien, vous pouvez venir si vous voulez. Depuis 38 ans. J'ai vu toutes les couleurs. Vous avez bien dormi? Oh oui, dit-il, lui. Et vous, difficile? Vous avez eu du mal à m'endormir. Pourquoi? Je sais pas, je revoyais un peu toutes les images et puis voilà, peut-être parce que c'est la première fois. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, il va y avoir des témoins de nouveau. On finira la journée par l'audition de Madame Go. Et je pense que l'intervention de la victime cet après-midi va être certainement prenante aussi. Oui, déjà parce que c'est évident que vous devez être comme moi, c'est-à-dire que votre regard, il ne va pas vraiment vers la droite de la salle, il va plutôt vers la gauche. Vous n'avez pas très envie de la regarder, hein, on est d'accord. Il y a quelque chose de dur dans le... ça fait mal, hein, bon. On va y aller. Attendez, je voulais aussi vous dire quelque chose. C'est que quand je rentre tout seul et j'ai l'impression que c'est la débandade derrière. Donc vous, essayez d'être compact derrière moi. Non, vous n'êtes pas organisé. Oui, non, mais non, c'est pas simplement ça. Non, mais j'ai vraiment l'impression d'être un peu comme un crétin tout seul dans le truc. Non. Dans les procès d'assises, la famille de la victime est souvent appelée à témoigner. J'ai en face de moi que les familles. Donc en permanence, je regarde les familles. Donc il est évident que l'attitude de toutes les familles a un rôle capital. Parce que on peut très bien être horripilé par une famille de victimes. Des gens qui vont avoir une attitude excentrique, hystérique, mais il y a des attitudes qui sonnent fausses, qui sonnent faux. Et ça, on le ressent aussi. Plus le temps passe, plus on cherche des indices. Sans jouer les Colombos, mais on cherche des indices. On cherche désespérément la lumière et des choses qui vont nous aider à construire l'intime conviction. Le père et la mère de la victime ne trouvent pas les mots pour décrire leur souffrance. L'avocat général décide alors de les interpeller pour les faire réagir. Quand j'ai posé successivement la question à la mère et au père de savoir ce qu'ils attendaient du procès, ce qui est normal, une partie civile, comme un claquement de fusil, ils ont répondu l'un et l'autre perpète. Bon, 2 coups de fusil, quoi. Hein, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Ouais, c'était assez surprenant. Hein. Ah oui. Ah, puis c'était... voilà, on sentait que... C'était un coup de fusil, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça, moi. Là, on est dans la loi du talion, quoi. On est dans la vengeance totale. La philosophie, c'est bien, hein, mais... C'est charnel, c'est affectif, il a détruit leur fille, quoi. Donc, à la limite, ça peut se comprendre. La vie d'un jour que vous y êtes, c'est la vie de toujours maintenant. Même la perpète, ce sera trop beau de toute façon. Attaché à un arbre, puis lui faire pareil, voilà ce qu'il faut. Lui faire subir ce qu'il m'a fait subir. C'est ça qu'il faut. Hein, vous vous rendez compte? Faire tout ce qu'il lui a fait, la seule fille que j'avais, la beauté que j'avais, on me l'a bousillé. Vous voulez qu'on vive ça comment? On a vécu des souffrances, les allers-retours à Paris, toutes les semaines, 1 heure en réa. J'ai vu ma fille, j'étais la seule à rentrer, parce que personne ne pouvait, sans visage. Hein, le droit de lui toucher la main, branché de partout. Hein, alors on a eu de la fatigue, on a eu les traumatismes, on a tout eu. Quand ce gamin, elle est revenue, que j'ai préparé son gamin, je lui ai dit, maman aura changé. Tu sais mon chéri, ce sera plus le même visage. Mais allez imaginer un gamin qui retrouvait une mère, plus de cheveux, plus un œil caché, atroce. Moi ça se voit pas, ma douleur. On peut me regarder, mais intérieurement, je vous jure, c'est pas pareil.
Je ne pensais pas qu'elle allait répondre tous les deux répondre cette réponse. Je me suis dit, bon, ça c'est une colère. Mais et puis j'aurais pensé qu'elle aurait pu dire autre chose. Qu'il soit puni, mais qu'on ne vient pas tout de suite dire. Je pense qu'il faut traduire. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, déjà Mais vous la traduisez comment? Que justice soit pleinement rendue, c'est-à-dire le maximum. C'est tellement gros, oui, elle a tellement souffert. Non, ils ont tellement de haine. La mère, non. Ah bah elle a fait sortir toute sa vengeance. Elle a de la haine, c'est ça. Si eux, ils pourraient prendre la justice eux-mêmes, ils le feraient eux-mêmes. Moi, je leur explique, on n'est pas là pour exercer la loi du talion. Donc, si vous voulez, c'est bien sûr qu'il faut prendre l'intérêt de la victime. Bien sûr qu'il faut pouvoir dire à la victime, oui, vous êtes une victime. Oui, ce qui vous a fait est grave. Oui, ce qui vous a fait est insupportable. Mais c'est à nous, juges, et les jurés à ce titre sont des juges, qui allons déterminer, par rapport à un certain nombre de paramètres, quelle est la peine la plus juste pour les faits qui ont été commis. Bon appétit. Bon app. On va essayer de faire passer ça quand même. Vous déjeunez pas avec les jurés? J'ai pas envie. Pourquoi? Parce que nécessairement, je pense que j'ai pas envie de les perturber. Puis je pense, si vous voulez, que ma présence les gênerait d'une certaine manière. Je veux dire. Les intimider, vous croyez? Je sais pas. Sincèrement. Probablement un peu, oui. Probablement un peu, mais bon. Mais si vous, c'est normal, si vous voulez, il y a nécessairement la distance de celui qui est, de celui qui préside, de celui qui est le professionnel, de celui qui sait, par rapport à eux. Donc, puis j'aime autant les laisser parler entre eux. Hein. Venez, on va se voir, hein? Venez par là. Asseyez-vous. Alors, bon, cet après-midi, ça va être dur, hein? Cet après-midi, c'est l'audition de la victime. Elle va être entendue, bon, ça va être... Hein? Et vous vous levez. Il va vous dire, vous avez des questions. Vous ne dites pas non, vous ne dites pas oui. Vous vous levez. Vous la regarderez. Hein? Puis vous vous excusez avec vos mots. Sachez que les juges vous regardent tout le temps. Moi, j'essaie de les regarder, mais bon, je ne peux pas les fixer tout le temps. Quoi. Je ne peux pas les fixer. J'ai honte de ce que j'ai fait aussi, ça, c'est... C'est vrai que l'impression qu'ils donnent est très importante. Puis regardez les jurés, là, dans un dossier comme celui-ci, il y a la victime qui est là au premier rang. Face aux jurés, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Et les jurés sont beaucoup plus sensibles à l'émotion que des magistrats professionnels. Il va falloir parler. Les jurés ne vous connaissent pas. De ce qu'a dit votre famille, ils ne vous connaissent pas plus. Donc vous, il faut que vous arriviez à parler de vous. C'est vraiment très important. Vous avez vu, on parle beaucoup de monsieur puisque c'est son procès. Le problème, c'est qu'on dit beaucoup de choses sur vous aussi. Et il n'y a que cet après-midi où vous pouvez parler de vous. Donc il faut qu'ils vous apprennent à vous connaître, les jurés. Ne vous laissez pas déstabiliser. Je sais ça un peu. Mais c'est pas qu'ils sont froids, c'est qu'ils ne peuvent pas montrer ce qu'ils ressentent. Ils sont obligés d'être le plus impassibles possible. Vous vous rendez compte, s'ils commencent à montrer ce qu'ils ressentent, on saura ce qu'ils vont juger. Ils ne peuvent pas. Il nous reste 2 heures là, pour savoir qui vous êtes. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Le temps fort de chaque procès, l'audition de la victime.
L'émotion ou le sentiment le plus difficile à réfréner, c'est la tristesse et parfois même l'envie de pleurer. Moi, j'ai eu des envies de pleurer qui ont pu arriver parce qu'on entend des choses qui sont tellement abominables et qu'en plus, on voit les personnes qui les ont vécues en face de soi. Il y a l'envie de pleurer qui peut arriver parfois. Une victime m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait un vrai transfert. Je me suis dit, ça aurait pu être moi. Quand on est juré, on est une éponge. Pendant les heures et les heures que dure un procès, on ne vit que d'affect et de douleur. Dans cette affaire, la victime décrit l'accusé comme un homme violent et alcoolique. Un homme qu'elle avait quitté depuis quelques semaines au moment des faits. Droguée par son ex-conjoint le soir du drame, la victime a oublié en partie les sévices qu'elle a subis. Mais elle se souvient très précisément de la douleur intense qu'elle a ressentie au contact de l'acide. Pendant son audition, la jeune femme contient son émotion devant l'homme qui est dans le box. Elle bouleverse les jurés. Bon, ça a l'air, vous avez l'air terrorisé. Parmi toutes les affaires, puisque j'ai assisté aux 2 autres affaires, on est quand même là dans une autre dimension. C'était un moment fort quand même. C'était un moment très fort. C'est très fort. Cela dit, vous voyez, moi, mon expérience, c'est que pratiquement toujours, quand on entend les victimes, c'est un moment lourd. Non, pas difficile, mais c'est là où... non, il y a de l'émotion qui passe. Hein. Mais là... Toi, autrement. Surtout quand tu te vois avant, dans la glace, que tu sais comment t'es. Puis... Je ne cesse de vous répéter qu'on ne juge pas avec ses émotions. Donc tout ça, il faut le mettre à l'écart. Hein. Donc il faut simplement prendre les faits et essayer de les rétablir. Il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est comment elle était avant. Ça devait être une femme qui aimait bien, elle sortait en boîte ou autre, comme voilà, qu'elle aimait bien la vie et tout. Donc voir déjà son apparence comme elle était maintenant, comme elle est maintenant, c'est sûr que pour l'avenir... c'est fini, quoi. Non, ils sont pas armés. Ils sont pas armés pour ça. Si vous voulez, la différence entre quelqu'un qui fait ça de manière épisodique, c'est-à-dire qu'il va y passer 1 jour, 2 jours, 3 jours de sa vie, c'est que l'émotion ou la charge émotive, bien, il va la prendre en pleine face et qu'il va falloir qu'il la gère. Bonjour. Les premières heures étaient dures, mais là, comme je dis, on est dans le bain. C'est là que c'est passionnant. C'est passionnant, mais ça doit être passionnant. Ce matin, je voulais vous revoir parce que ce matin, donc, il va vous interroger sur les faits. Donc, vous racontez. Vous dites pas de mal contre elle, mais vous dites ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'hier soir, vous n'avez pas pu faire les excuses. C'est pas un problème, mais vous voulez les faire au début ou après? Après. Et puis vous, les faits, ne rentrez pas dans les détails. Alors, ils vont vous dire, mais vous avez dit un marteau, des clous, c'était pour la torturer. Vous avez dit... Écoutez, non, je voulais lui faire peur. Ah, mais vous avez dit que... Depuis le début, je voulais lui faire peur, je sais pas pourquoi j'ai préparé tout ça. Bon, vous répondez en regardant la cour, toujours. Hein? Si à un moment ça dérape, moi je peux intervenir. Si jamais l'avocat général, on sait jamais, vous dit mais quelle peine, ou etc., dites écoutez, c'est la justice qui décide. Hein, ne parlez pas de longue peine, de machin, de 20 ans, de 30. Non, parce que d'accord? Bon, c'est bon comme ça? Allez, hein, courage. Vous avez pas autre chose? Allez, à tout de suite. Je suis vraiment un petit peu ailleurs. Hein? Je dis, je suis un petit peu ailleurs, c'est difficile. C'est bien, là, dites-le. Hein, dites, soyez naturel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir.
dans chaque procès, l'accusé s'exprime après la victime. On rentre dans la personnalité de l'accusé. On sait si l'accusé qui est en face de nous a un vrai repentir, ou s'il est là parce qu'il a la trouille de se prendre je ne sais pas combien d'années de prison et qui va essayer de jouer un rôle pour essayer de paraître le mieux devant nous, on le ressent ça. Même des accusés m'ont fait de la peine, parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas de chance vraiment d'être dans cette situation-là. Quand on fait le portrait de leur enfance, leur passage par la DAS, passage par des maisons de correction ou autres, on se dit qu'ils n'ont vraiment pas eu de chance dans la vie, quoi. Depuis le début du procès, je sentais que c'était à la fois le bourreau, parce qu'il est là pour un acte criminel, grave, mais une empathie m'envahit et ne va faire que croître, et alimentée aussi par la comédie humaine de la justice, en fait. On a l'accusé qui parle, donc ça contrebalance ce que dit la victime, donc on est sans arrêt ballotté. Durant près de 2 heures, l'accusé raconte la lente déchéance qui l'a amené à martyriser la victime. Problème d'argent, d'alcool, de couple, jusqu'au SMS qu'il reçoit par erreur, celui qu'elle a écrit à son nouvel amant. La nuit du drame, il aurait agi dans un état second. L'accusé termine son audition par une solennelle déclaration d'excuses. La victime se lève d'un bond et quitte la salle de la cour d'assises. Son pardon, on n'en veut pas, qu'il le garde pour sa famille. J'ai déjà oublié quoi de ces excuses. Pardon. Quand Jacques Éculotte s'est excusé. Quoi, la prison plus? Ouais. C'est des vacances? Voilà. C'est un hôtel? Ouais. Il fait pas à bouffer? Il a rien à payer? Il n'y a pas un métier. C'est les vacances. C'est la belle vie. Faudrait qu'il y en a qui souffrent de ces conneries, et ben, lui, il profite de la prison. Moi, je paye. Moi, j'ai pris la perpétuité, je vais souffrir jusqu'à ma mort. Donc voilà. J'attends des jurys que je les mette le plus possible. Mais il ressortira un jour. Lui, il ressortira, il sera intact. Alors que moi, je suis pas ressortie intacte. C'est tout. Bon. Alors, vous pensez quoi de cette matinée? On a eu affaire à un accusé qui s'exprimait. Oui. Et quand même important, qui faisait finalement dégager dans la salle une atmosphère assez particulière. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi je ressentais quand même un petit peu d'électricité entre la famille que je voyais au premier rang. Et on a vraiment ressenti le mur énorme qui s'est dressé entre les deux parties et qui restera. Et voilà quoi. Mais c'était pour l'accusé, je pense, Moi, je dirais, ils se sont plus à l'aise. Il scrutait plus que hier. Ouais. Hier, bon, il ce matin, il pleurait. Un regard, pas avoir les larmes, mais presque. Ce matin, il les avait. Ce matin, il pleurait. Ce qui me paraît important, et c'est toujours ce que j'explique aux jurés, c'est qu'il faut se méfier, comme de la peste, des impressions d'audience. Moi, je ne suis jamais sûr, je ne sais pas, quand l'accusé présente des excuses, si elles sont sincères, si elles ne sont pas sincères, si elles sont de circonstances, si elles ne sont pas de circonstances. Dans quelques heures, les jurés et la cour se retireront pour délibérer. Mais il manque une pièce essentielle du puzzle, les plaidoiries des avocats et le réquisitoire de l'avocat général. Des plaidoiries qu'il réajuste jusqu'au dernier moment. Non mais là, ça monte en pression. Hein, parce qu'ils n'ont pas accepté, ils n'acceptent pas, Julien, que l'accusé vienne se défendre. C'est quand même terrible. Mais moi, je le dirai en plaidant. Je lui dirai, écoutez,
Madame, elle est victime. Bien sûr qu'on est ému, bien sûr. Mais c'est quand même terrible que si elle était décédée, et heureusement ce n'est pas le cas, ça serait moins difficile. Il faut le plaider, ça. Il y a l'histoire de la tentative. Hein? L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. L'avocat de la partie civile plaide en premier. Elle rappelle toutes les souffrances de la victime au juré. Pour Maître Pérez, l'accusé est un monstre qui a enfermé sa cliente en enfer. Il m'est arrivé en fait de m'adresser à l'un des jurés quand je plaide, parce qu'en fait souvent on a besoin de se focaliser sur quelqu'un. Par exemple, j'ai vu vraiment intéressé, studieux, qui a vraiment suivi le procès. Ça m'est arrivé finalement de lui parler. C'est difficile d'être impassible, surtout quand une avocate s'approche de vous et vous prend à partie. Donc là, on se noie dans la feuille de notes, hein, j'ai envie de vous dire. Et à la fois, il y avait un espèce de rapport de force qui s'installait. Moi, je ne voulais pas rentrer dans ce jeu-là. Je ne voulais pas être l'instrument de cette plaidoirie. L'avocat général Bernard Marchal insiste sur la préméditation. Il estime que l'accusé est un homme manipulateur et dangereux et requiert 30 ans de réclusion contre lui. Si on utilise une formule un peu forte, on a craché notre venin, on a soutenu l'accusation. Et puis après, c'est eux qui apprécient. Je veux dire, il y a un point qui est, en ce qui me concerne, qui est sûr, c'est que je suis incapable quand ils partent délibérer, de dire quelle peine va être prononcée. L'avocat général nous donne un premier élément. Je ne dis pas qu'on le suit, mais au moins il nous donne déjà une première tendance. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve en délibération, de toute façon, le chiffre qui a été annoncé par l'avocat général, on l'a imprimé. Maître Welser rappelle l'enfance douloureuse de son client. Un client qui jusque-là n'a aucun casier judiciaire. Un client qui, une semaine avant les faits, implore son médecin de le faire hospitaliser et ne sera pas écouté. Pour Maître Welser, l'accusé n'a rien d'un monstre, c'est un homme désespérément amoureux. À la fin de ma plaidoirie, j'ai plaidé en indiquant au juré, la bonne justice, c'est une justice juste. Je ne vous demande pas la clémence, mais je vous demande de ne pas vous baser uniquement sur l'émotion. Une bonne peine, c'est une peine juste. C'est assez banal, mais c'est fait pour les toucher. Et en plus, il faut, devant eux, vulgariser au maximum. Mais il faut leur tenir un langage qu'ils comprennent et qui ne soit pas du tout technique. C'est du grand théâtre, ça. C'est fabuleux. Hein. Moi, je trouve que c'est des acteurs phénoménaux, hein, les avocats. Hein. Ils jouent en roulant des yeux, etc. Je trouve ça beau de quelqu'un qui défend à bec et ongle, quelqu'un qui sait pertinemment qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour lui. C'est fort. Après 2 heures de plaidoirie, le président de la cour d'assises, ses 2 assesseurs et les 9 jurés se retirent pour délibérer. Le délibéré est secret. Derrière cette porte, gardée par un policier, les jurés doivent répondre à 2 questions essentielles en leur intime conviction. Cet accusé est-il coupable? Et si oui, quelle sanction lui infliger? Le délibéré, c'est vraiment le moment où on exerce notre fonction de juré. C'est maintenant qu'on va être obligé de se coltiner les uns aux autres et de se persuader les uns et les autres de ce qu'on a ressenti. Le président est notre phare. Dans la salle délibérée, il a enlevé sa robe et je crois que c'était une manière pour lui de se mettre à notre niveau pour le délibérer. Il n'y a rien de pire qu'une salle de délibéré où le président, du haut de son magistère, va faire peur et, je dirais, va brider la parole. Tout ça, ça arrive à une chose, c'est 2 doigts qui tiennent un stylo et qui doivent écrire un chiffre. Là, c'est dur. Là, c'est très très dur.
On dit une peine de 10 ans, une peine de 20 ans, une peine de 30 ans. Mais après, si on se place chacun, on dit 10 ans derrière les barreaux, 20 ans, c'est atroce. Même 10 ans, c'est atroce, quoi. C'est très dur parce que, après, il faut être certain que le chiffre qu'on a écrit, il est parfaitement en ligne avec ce qu'on a en tête et ce qu'on a au plus profond de soi. La présidente n'a eu de cesse de nous ramener à son avis à elle. À partir de là, moi, je vis cet instant comme un hold-up. Et j'ai vraiment l'impression de faire de la figuration. Il y a une seule chose qui est sûre, et dont je suis absolument persuadé, c'est que le délibéré ne m'appartient pas. Si, parmi les 12, il y en a 10 qui ne pensent pas comme moi, mais si ces 10 ont réfléchi, autant que moi j'ai réfléchi, et qu'ils ont fait une analyse cohérente, eh ben, c'est leur décision, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'accepte. Voilà. Je suis comme vous, je sais pas. Faut attendre. Ça, c'est le délibéré. Ça peut durer, là, ça fait 2h30, ça peut encore durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Comme ils peuvent revenir maintenant. Vous avez quelque chose à me demander? Non, je voulais vous remercier parce que ça m'a fait du bien de vous entendre me défendre. Vous avez quelque chose? Non, pas 30. De toute façon, s'ils mettent 30 ans, on fait appel. Il a demandé 30 ans avec sûreté de 15 ans. Ok, je reviens vous voir tout à l'heure. Mais sachez qu'il y a au moins 2 heures. Vous voulez que je reste encore un peu? Ça va? Ok. De 3 heures, mais bon, ça peut être 5-6 heures. Hein. Il reconnaît les faits, mais de là, le condamner 30 ans, je vois franchement pas à quoi ça sert. En espérant qu'il prendra le moins possible. Ce qu'il a fait, c'est pas concevable, mais ça restera notre frère. Comme on en parlait, on serait juré, on ne connaît ni l'un ni l'autre, on voit ce qui a été fait. On aura peut-être tendance à être méchant parce que ça pourrait être notre fille, ça pourrait être... Moi, je ne vais pas être à leur place non plus. Non, non, c'est sûr bon, que là... dans plusieurs années, ils peuvent dire « merde, j'ai quand même fait enfermer quelqu'un pendant toute sa vie. » Concrètement, ils discutent surtout de la peine. C'est ça, en plus, il n'y a pas la discussion sur la culpabilité. Il a reconnu les faits. C'est pas sur ça que leur discussion porte. Leur discussion porte sur le quantum. Et le quantum, bah voilà, mais il se peut qu'ils ne soient pas d'accord du tout. Puis des fois aussi, il se peut... Parfois, c'est pas forcément mauvais, et c'est pour ça que des fois... on n'a aucun moyen de savoir, mais parfois, il y a des jurés qui demandent beaucoup de précision. Peut-être que c'est ça. Oui, allô? Oui? Oui? D'accord, bah écoutez, on arrive tout de suite, on est juste devant le tribunal. Moi, je comprends plus rien. Après 2h45 de délibéré, les jurés entrent pour la dernière fois dans la salle d'audience. Ils doivent affronter les regards de l'accusé et de la victime avant l'énoncé du verdict. Quand ils reviennent porteurs du délibéré, on sent une grande tension dans la salle. Et on les sent, eux, tendus. Ils sont mal. Nous, on regarde les jurés en entrant, souvent ils ne nous regardent pas. En étant avocat de l'accusé, quand ils rentrent, on sait déjà si on a vraiment un mauvais résultat. S'ils baissent les yeux, s'ils ne nous regardent pas,
Il y a des jurés parfois qui nous font un signe pour nous dire un signe complice. La cour et les jurés suivent le réquisitoire de l'avocat général et condamnent l'accusé à 30 ans de réclusion criminelle. Garde, veuillez faire sortir le condamné. L'audience criminelle est levée. Je suis désolé. Ouais. Je n'attendais pas ça. Moi non plus. Faire appel. D'accord. Désolé, hein. On s'est défoncé, mais... La peine n'est pas définitive. L'accusé a décidé de faire appel. Un nouveau procès, de nouveaux jurés, face auxquels il sera présumé innocent. Bien, donc simplement, je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier pour votre participation à la justice. Je suppose que vous ne nous regarderez plus maintenant avec le même œil qu'avant, que vous comprendrez ce qu'on fait, que c'est pas si simple. Eh ben, je vous souhaite tout simplement bonne chance pour l'avenir et je vous souhaite un bon week-end. Voilà. Au revoir. L'audience est close, le verdict rendu. Les jurés retrouvent leur anonymat de simples citoyens. Parfois choqués, souvent ébranlés dans leurs convictions, les jurés d'assises sont condamnés à vivre avec leur peine, avec leurs secrets. Pour les uns comme pour les autres, la session d'assises est une parenthèse qu'il n'est pas facile de refermer. J'ai un sentiment de fierté d'avoir joué ce rôle. Une expérience comme ça laisse pas indemne, voilà, mais c'est quoi l'être humain? C'est quoi cet être humain qui est capable du meilleur, mais qui est capable du pire? Voilà, c'est quoi l'humanité, quoi? Plus j'y repense, plus j'ai la boule au ventre, quoi, parce que j'ai reconnu coupable des gens où j'étais pas sûr qu'ils soient coupables. J'étais vraiment pas sûr. C'était une parole que j'ai crue plus qu'une autre. Ou quelqu'un qui a joué mieux qu'un autre. Peut-être ça. Et là, c'est difficile, quoi. On n'est pas dans une pièce de théâtre. C'est ça, c'est la vie des gens, quoi. Et cette vie des gens, voilà. Et le fait d'en parler là, la boule qui revient, voilà. C'est gentil de m'avoir fait ça.